Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles, à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi », de choisir le lieu où elle va accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable, mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. La Norvège est le meilleur pays au monde pour être mère. C'est ce qu'il ressort d'un palmarès établi par l'ONG Save the Children. L'ONG s'est appuyée sur différents critères tels que le risque de décès maternel, le système éducatif ou le statut politique des femmes. La Somalie figure en dernière place de ce classement. La France est 23e sur les 179 pays étudiés. Consolider le partenariat public-privé afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans l'espace ouest africain. Axe majeur dans la politique de développement de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, qui se réunit ici à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire qui enregistre la participation des 8 pays membres ainsi que de la Mauritanie. Nous allons faire profiter, bien sûr, comme on l'a déjà fait par le passé, la FOPAO et l'expérience de notre organisation patronale, de ses acquis, et partager avec les consoeurs de la sous-région tous les aspects du développement du secteur privé africain. Nous nous organisons ainsi pour permettre d'avoir un interlocuteur qui puisse porter la voix du secteur privé devant les chefs d'État. Alors chaque année, nous avons des thèmes de formation de nos membres en sorte que les organisations dans leur pays puissent être des interlocuteurs valables auprès des gouvernements. Durant 2 jours, ces experts et patrons d'entreprises feront le bilan des activités de l'année écoulée. Ils mettront également en place de nouvelles réformes pour un meilleur développement socio-économique. Des stratégies qui viendront certainement améliorer le climat des affaires en Afrique de l'Ouest. Cuisson à vapeur, friteuse sans huile, vêtements, ustensiles font partie de la gamme de produits proposés par plus de 400 exposants venant d'une dizaine de pays à l'occasion de la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Pendant plus de 10 jours, le public ivoirien a le choix entre les produits venant du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les tableaux coraniques, tout, on vend, c'est les qui viennent d'Égypte, les bobos égyptiens, tout, je vends ça. En Côte d'Ivoire, ici, les produits égyptiens, ça marche, ça va. Ça se passe un peu bien. On appelle tous les Ivoiriens, les Sénégalais qui sont ici, de venir acheter nos produits parce que nous avons de beaux produits sénégalais là. La diversité des produits que nous fabriquons au Maroc, vous savez, le Maroc est un pays frère, est un pays africain. Nous avons beaucoup d'avantages à travailler avec vous et vous également, notamment dans la mentalité, dans l'acceptation, dans la flexibilité, dans la qualité aussi des produits. Nous avons une qualité suffisamment bonne et un prix intéressant. Je trouve ça bien que des entreprises viennent présenter des opportunités d'affaires on va dire aux hommes d'affaires ivoiriens. Ma foi, si il y a ce genre de collaboration sud-sud, je pense que c'est de bonne guerre pour l'économie ivoirienne. Ça va, j'ai pu prendre deux trucs là-bas avant. Oh non, les prix sont abordables quand même. C'est abordable. Pour les autorités de l'Algérie, pays invité d'honneur, la Foire internationale d'Abidjan est l'occasion de développer les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et leur pays. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement en forte progression. Nous sommes venus d'abord
pour montrer un peu ce que produit l'Algérie et ensuite voir les opportunités, surtout d'investissement. Nous essayons donc de connaître un peu plus les besoins de la Côte d'Ivoire et voir donc ce qu'il y a comme intéressement pour nous. La Foire internationale d'Abidjan va s'achever le 10 mai prochain. François Hollande fête les 3 ans jour pour jour de son élection à la présidence. À cette occasion, le chef de l'État doit retrouver 8 jeunes de 20 à 25 ans pour un débat ce soir à 17h. Un exercice qu'il réitère quelques semaines après sa rencontre avec des lycéens le 19 avril sur le plateau de Canal+. C'est donc la carte jeunesse au cœur de sa campagne de 2012 qu'il entend jouer à nouveau aujourd'hui. Le copilote de l'avion Germanwings aurait débuté une descente contrôlée infondée lors du vol aller entre Düsseldorf et Barcelone. C'est ce que révèle le quotidien allemand Bild, citant des sources proches du dossier. Le bureau français d'enquête et analyse doit présenter ce matin un rapport préliminaire sur le crash de l'A320 provoqué par le jeune Andreas Lubitz, qui avait fait 150 victimes le 24 mars dans les Alpes françaises. Ils viennent seulement frapper à ma porte quand ils ont besoin de mon vote. Voter ou ne pas voter. Ici à Moss Side, quartier populaire de Manchester, la question n'est pas de savoir quel parti choisir pour les élections législatives le 7 mai, mais plutôt si on va voter ou pas. Je pense que vous devriez voter. Si vous ne votez pas, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ce qu'ils disent, j'ai raison, non? C'est ce qu'ils disent, oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, ça ne va pas m'aider que je vote ou non. Mais je dois voter pour empêcher l'autre parti de gagner. Du côté des jeunes, beaucoup d'entre eux refusent de prendre part aux élections. Pour moi, voter pour continuer avec les conservateurs ou avec d'autres, c'est pareil. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Je n'ai pas confiance. D'après une récente étude, cette désillusion touche énormément de jeunes Britanniques. Seuls 16% des jeunes de 18 à 24 ans iraient aux urnes le 7 mai. Ici, dans le nord de Londres, de jeunes adultes se retrouvent pour discuter des thématiques qui les préoccupent. L'éducation, la santé, l'environnement et la politique nucléaire. Ils peuvent voir, grâce à une application pour smartphone, quels sont les partis qui reflètent le mieux leurs idées. Mais même ceux qui suivent régulièrement les débats et lisent les programmes des candidats sont désabusés. Il y a beaucoup de questions qui les concernent dans cette élection, mais ils ont l'impression que de toute façon, leurs voix ne seront pas entendues. Il n'y a donc pas de raison de voter. Des centaines de milliers de jeunes sont sortis dans les rues pour dire non à l'augmentation des frais de scolarité, et personne ne les a entendus. Je sens qu'il y a un sentiment de nihilisme. L'université de Manchester, comme Moss Side, soutient le principal parti d'opposition, le Labour. Lors des dernières élections de 2010, le taux de participation dans la circonscription de Manchester était le plus bas du pays, seuls 44,3% contre 65,1% dans le Royaume-Uni. Beaucoup d'étudiants sont rebutés par le ton du débat politique et se plaignent que les leaders des partis ne parlent pas leur langue. Ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur les jeunes, sur ce qu'ils feraient pour nous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent devant les caméras, à la télé, mais je ne crois pas un seul mot de ce qu'ils racontent. À Moss Side, comme à chaque élection depuis très longtemps, les travaillistes sont assurés de passer, dans l'indifférence quasi générale des jeunes qui y vivent. Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire. Élus par le peuple, les représentants agissent dans l'intérêt de celui-ci. Le Royaume-Uni est aussi une monarchie constitutionnelle, bien que la reine Elisabeth II ait des pouvoirs limités et soit politiquement impartiale. Le Parlement est divisé en 2 chambres, la Chambre des communes et la Chambre des lords. Les 2 légifèrent, contrôlent l'action du gouvernement et débattent des affaires courantes. Ce système bicaméral permet un contrôle mutuel des 2 chambres. La campagne des législatives est lancée quand le Premier ministre se rend au palais de Buckingham afin d'officialiser la démission de son gouvernement auprès de la reine. Obligation constitutionnelle auparavant, c'est aujourd'hui une visite de pure courtoisie depuis la mise en place des élections parlementaires à date fixe en 2011. Un parti politique qui obtient la majorité absolue à la Chambre des communes, c'est-à-dire 326 sièges lors d'une élection générale, forme le nouveau gouvernement et son dirigeant devient le Premier ministre. Si aucun candidat ne se dégage clairement, l'un des 2 grands partis, les conservateurs ou les travaillistes, doit chercher un ou des partenaires pour gouverner, comme le Parti libéral démocrate ou l'europhobe UKIP.